Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, mesdames, messieurs, merci de prendre à nouveau le rendez-vous des opposants en prison avant le 11 avril, date de la tenue de la récente élection présidentielle. Le Bénin en a connu un certain nombre, dont l'emblématique cas Rekia Madougou, candidate du parti Les Démocrates, recalée pour le 10 scrutin. L'après 11 avril, mesdames, messieurs, n'aura non plus été de tout repos pour activistes de l'opposition et acteurs politiques. Nombre d'entre eux, dont le constitutionnaliste de renom Joël Aïvor, candidat recalé du Front pour la restauration de la démocratie FRD, se retrouve derrière les barreaux, attendant d'être officier sur le sort. Des arrestations, mesdames, messieurs, qui sont désormais en écho au-delà des frontières béninoises, au point de susciter de réactions au pays de l'oncle Sam. Vague d'arrestations d'opposants politiques au Bénin, inquiétude fondée des États-Unis. Il s'agit là du thème en débat, regard croisé d'un homme de droit, d'un expert en gouvernance d'État et d'un défenseur des droits humains. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, je vous présente l'expert en gouvernance d'État, qui apprécie un peu le procès, comme l'on dit, qui se fait actuellement au sujet des approches de l'exécutif. Francis Attadé, c'est son nom, il n'est plus à présenter. Il a accepté donc d'être des nôtres durant ces 45 minutes. Le Francis Attadé, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Mais c'est toujours un plaisir dès lors que c'est un devoir républicain. Oui. Pour nous accompagner, nous l'avons annoncé, un homme de droit, si les dieux de la connexion sont avec nous, nous aurons Fatih Ousmane avec nous, observateur de la vie politique. Il est avocat au barreau de Dijon, c'est en France. Mais en attendant, je vous présente notre troisième invité, qui n'est non plus à présenter. Il a nom Landry Angelo Adelakou, juriste. Il est consultant en droits humains. Droits humains, nous en parlerons également. Landry Angelo Adelakou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de Sika TV, c'est toujours un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Mesdames, messieurs, il n'est plus un secret que les jours qui passent ne sont pas de tout repos, surtout pour les acteurs de l'opposition. À ces arrestations justifiées par l'exécutif, désormais des voix s'élève, demandant à ce que l'on sache raison garder. L'une des réactions qui aura retenu beaucoup l'attention ces heures-ci, il s'agit celle venant des États-Unis, le communiqué du secrétariat d'État. Alors, je me retourne d'abord vers monsieur l'expert en gouvernance. Alors, une réaction comme celle-là venant des États-Unis et le tollé qui l'a suivi, d'abord la réaction elle-même, comment vous l'appréciez? Je crois que nous partageons des valeurs ensemble. Ce sont les valeurs du monde libre, du monde démocratique, c'est-à-dire la préservation de la démocratie, mais aussi la promotion des droits de la personne humaine. Donc ce sont des principes qui sont universellement reconnus et qui sont promus. Vous savez qu'à l'occasion des élections du 11 avril 2021 au Bénin, nous avions connu une situation particulière. Alors cette situation interpelle non seulement l'exécutif, mais aussi les acteurs politiques à différents niveaux, y compris les organisations internationales. Alors la situation qui a prévalu le 11 avril était inédite. Au point qu'aujourd'hui, je puis dire, sans le mot hiatus, sans la moindre contradiction, que en fait, le 11 avril marque dans l'histoire politique du Bénin le triomphe de la vie sur la mort, de la raison sur la démence, de l'humanisme sur la barbarie. Parce qu'il s'est passé des choses inédites et inacceptables. Dans ces conditions, un État responsable se doit de procéder à la clarification des responsabilités. Je ne veux pas procéder à ce qu'on appelle à une qualification des infractions qui ont été commises. Les infractions sont consommées, certes, mais selon prouvé par des instances qui sont en charge de conduire l'instruction, de voir les différents chefs d'accusation ou d'inculpation, et au besoin, soit de disculper les gens ou de les accuser pour que le Bénin se positionne comme un État responsable. Un État dans lequel, désormais, quand quelqu'un pose un acte, il doit être en capacité d'en assumer
et les responsabilités. On reviendra sur le fond, oui. L'attitude ou ce communiqué qui suscite beaucoup de tollé, comment le responsable, le consultant en question de droits humains l'apprécie-t-il? Ah oui, je pense que il est évident que nous sommes dans un monde de valeurs, de principes, et que notre État, le Bénin, a adhéré à des normes et principes et valeurs. Donc, nous n'avons pas autre choix que de nous aligner sur ce que disent ces normes et principes. Et lorsque nous savons que le respect, par exemple, et des droits de la personne humaine, lorsque nous savons que la question de la démocratie, de l'état de droit, font partie de ces normes et principes dont nous parlons, et que un ensemble d'États ont accepté se mettre ensemble dans une communauté de normes et de principes pour partager ces valeurs. Donc il va de soi que lorsqu'un des membres de cette communauté arrive à donner quelques signes de malaise, que les autres puissent quand même essayer de réagir. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire le communiqué ou bien la réaction du gouvernement américain à travers son ambassade ou même son secrétaire d'État. Et au-delà également, il faut reconnaître que les États-Unis et le Bénin sont des partenaires. Ils sont des partenaires sur différents points et au regard des intérêts en jeu, parce qu'il faut aussi clarifier pour comprendre que la géopolitique appelle à ce que, quand vous avez des intérêts dans un État donné, vous puissiez avoir un regard sur ce qui se passe dans cet État. Et aujourd'hui, il est connu de tout ce que les pays africains, et en l'occurrence le Bénin, et sont des pays qui ont quand même des intérêts, qui ont des intérêts qui prennent, et avec les États, les grandes puissances du monde. Et quand vous avez cela, il est important, en tant qu'États-Unis, et pays quand même qui se veut être un pays de démocratie et du respect des droits de l'homme, que l'on puisse apprécier et dire, tel que les choses se font au Bénin, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Je pense qu'il y a bien et bien raison de s'inquiéter. Et quand vous êtes dans la posture des institutions étatiques du gouvernement, on peut comprendre également qu'au lendemain des violences que nous avons constatées, qui ont quand même donné quelques conséquences de part et d'autre, et que l'on puisse prendre certaines mesures pour voir clair dans l'affaire. Mais lorsque vous êtes également du côté, je dirais, des acteurs politiques de l'opposition ou des organisations de défense des droits de l'homme, il est également évident que l'on puisse quand même s'interroger sur comment le processus est en train d'être conduit, sur tout ce qui a conduit à la situation d'avant 11 avril, du 11 avril et d'après 11 avril. Donc, je pense que c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la réaction des États-Unis d'Amérique en tant qu'État de démocratie et de droits de l'homme. Et le Bénin, notre État, quand même, a intérêt à prendre en considération ces inquiétudes et fait bien. Donc, je l'inscris comme étant une observation qui vient et essayer de mettre de l'ordre dans ce qui se passe. Oui, je reste avec vous. Est-ce que parler d'inquiétude, cela s'explique? Je vous l'ai dit. Les inquiétudes, mais je pense que les inquiétudes viennent naturellement du fait d'une nation que l'on estime être peut-être susceptible de générer des crises ou des conséquences graves. Lorsque vous prenez le cas du Bénin, et sans vouloir rappeler certainement que le temps ne va pas nous permettre, sans vouloir rappeler tout ce qui a conduit à ce que nous avons observé, parce que chacun a sa part de responsabilité dedans, et ceux qui nous gouvernent encore plus, puisque ce n'est pas moi qui suis allé au Parlement légiférer, prendre des lois que nous avons constatées, des lois qui ont généré ce que vous avez généré. Et ce n'est pas moi, les partis politiques de l'opposition qui, comme ils l'ont dit, se sont retrouvés ne pas pouvoir participer aux élections. Ce n'est pas moi. Donc chacun a sa part de responsabilité. Et lorsque vous avez cela et que cela a généré des violences, mais l'État a senti l'obligation, conformément à ses prérogatives, d'assurer la sécurité intérieure, n'est-ce pas? Alors, et ceux-là qui nous représentent, en tout cas du point de vue de la puissance publique, ont agi. Et des citoyens également qui ne se retrouvaient pas dans ce qui est en train d'être fait, qui avaient des raisons pour eux de réagir et de manifester. Et certains, sûrement, ont dû dépasser les bornes, mais ont également réagi. Mais après, nous avons eu la réplique également. Donc, il y a eu ce que je peux qualifier comme affrontement entre les institutions de la République, donc la puissance publique, donc les forces de l'ordre, et les citoyens béninois. Donc, il y a des inquiétudes à ce niveau. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y a des inquiétudes à ce niveau. Maintenant, dans cet affrontement, nous avons constaté qu'au niveau des forces de l'ordre, il y a eu des blessés graves. Dans ces affrontements, nous avons constaté qu'au niveau de la population,
il y a eu des blessés graves et des pertes en vie humaine. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Il y a lieu de s'inquiéter. Malheureusement, nous avons pu observer du côté de ceux qui nous gouvernent qu'ils ne se sont attardés que sur les cas qui ont touché les forces de l'ordre. Nous avons vu la descente du chef de l'État, nous avons suivi les différents discours. Et parallèlement, nous essayons d'observer du côté des acteurs politiques qui se réclament de l'opposition que les cas des forces de l'ordre semblent ne pas être leur priorité également. Et donc, il y a un camp qui semble ne même pas reconnaître qu'au niveau des populations civiles, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et ça, je pense que c'est des comportements à ne pas encourager pour un État. Mais vous avez également du côté de l'opposition des gens qui, à un moment donné, se refusent même de reconnaître que les forces de l'ordre, on peut tout les reprocher, mais sont des compatriotes béninois. Donc, dans un camp comme dans un autre, il y a eu des actes qu'il faut condamner. Mais aujourd'hui, on a vu le chef de l'État, il est allé à l'hôpital militaire de Kangezo visiter les forces de l'ordre. J'espère que certainement demain, il fera une descente, je ne sais pas dans quelle localité ou dans un centre de santé également, pour visiter ceux-là de la population civile qui ont également reçu des séquelles. Ou il descendra également pour visiter ceux-là qui ont perdu leur maman. Nous avons vu une dame qui était à l'intérieur de sa maison, telle qu'on nous l'a présentée dans la vidéo, et qui a reçu une balle, qui est une compatriote pour nous tous. Donc, soit on essaie de donner un visage humain à la gouvernance, ou soit on décide de maintenir ce que nous sommes en train de constater. Qu'ils vous souviennent qu'au lendemain des législatives de 2019, il y a eu également des pertes en vie humaine. Et que l'opposition a préféré faire comme s'il n'y avait pas de cas de blessés dans le rang des forces de l'ordre, et que le gouvernement a préféré faire comme s'il n'y avait pas de cas de blessés, de pertes en vie humaine dans la population civile. On va aller au fond du sujet, mais avant d'aller plus loin, nous allons recevoir Maître Ousmane Fatiou. Maître Ousmane Fatiou, bonjour et merci vraiment pour la disponibilité. Bonjour Joël. Eh bien, voilà une situation qui semble retenir l'attention de tous, c'est la période post-électorale. Avant les élections, il y a eu aussi des situations, mais aujourd'hui, tout semble indiquer que le Bénin mérite plus d'attention que par le passé. Les États-Unis ont dû réagir à travers ce communiqué qui suscite des tollés. L'homme de droit a suivi sans doute aussi ce communiqué. Quelle appréciation faites-vous de ce communiqué et quelle en est l'opportunité? Alors écoutez, bonjour à tous, bonjour à notre ami Adé Lacon qui est sur le plateau. De mon point de vue, il faut analyser la situation en écoutant un peu la position quelque peu mitigée du gouvernement lorsqu'il apprécie la sortie du gouvernement des États-Unis. J'ai entendu le ministre, porte-parole du gouvernement, dire qu'il ne peut pas empêcher les partenaires au développement de se prononcer sur la situation et le processus électoral au Bénin. Il n'y a pas eu de processus électoral au Bénin, il y a eu un processus de cooptation, de désignation, d'autodésignation entre un candidat sortant et lui-même, avec les deux partenaires qui s'est choisi en face de lui pour accomplir sa forfaiture. Il y a, Joël, un principe essentiel en démocratie, c'est que l'alternance doit se faire par voie pacifique. Et la seule voie pacifique qui existe aujourd'hui en matière de démocratie, c'est l'élection. Sous le règne de Patrice Talon, il y a eu 3 élections, 3 scrutins électoraux, mais il n'y a jamais eu d'élection. Il y a eu des élections et un scrutin marqué par des violences en avril 2019. Le même scrutin organisé 2 ans plus tard, en 2021, est marqué également par des violences. C'est la preuve qu'en réalité, le mode de désignation pacifique et démocratique qui faisait jusque-là la marque de fabrique du Bénin a disparu sous l'effet d'une action délibérée, déterminée et scientifique de gens dont la vocation n'est plus d'assurer les libertés publiques des Béninois, mais d'assurer la prédation systématique des pouvoirs et des privilèges au détriment de tous les Béninois
qui sont exclus de ce processus. Donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui et le tollé que cela soulève, les réactions de l'ambassade des États-Unis et d'autres qui vont suivre. Il y a aussi, sur le plan local, certaines organisations qui commencent à s'indigner de la situation, l'ODHP et je l'espère bientôt la CBDH, dont on a vu le rapport timide qui a circulé récemment. À mon avis, il y a des choses qui devraient inciter nos dirigeants à remettre la balle à terre et à se rendre compte de ce que cette situation ne peut pas durer. Maître Fatiou et chers invités, comme je le dis, on va faire un peu de façon pédagogique l'exercice et permettre de gagner en temps et permettre aussi à nos téléspectateurs de gagner en compréhension sur la situation et aux autorités d'avoir, dans la mesure du possible, pourquoi pas, chaque débat doit apporter un plus, quelque chose à ajouter à la marche pour un Bénin pacifique. Alors, ces élections, on sait comment elles se sont déroulées. Ces élections, on sait qu'avant d'y aller, il y a eu malheureusement des scènes de violence qui se sont achevées par des cas de blessés. Et oui, on attend des bilans officiels, mais il y a aussi eu des cas de décès. Mais alors, il faut faire le bilan de ce qui s'est passé. L'autorité a dit plus jamais ça, tout le monde a suivi. Plus jamais ça, il faut pouvoir écouter un certain nombre de personnes. Donc c'est là le cœur du débat du jour. Les arrestations ont alors commencé. L'État fait-il mal de démarrer ces arrestations? C'est là la question de l'opportunité du communiqué des États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut comprendre d'essentiel à travers ce communiqué? Ce communiqué est-il vraiment opportun? Et je reviens sur cette question et je refais le tour de table en commençant par l'expert en question de gouvernance. Je suis extrêmement heureux parce que j'ai entendu des choses qui m'ont pratiquement indigné et je voulais relever quelques faiblesses dans les analyses qui ont été faites. Mais en attendant, je voulais dire en fait que... J'aimerais vraiment qu'on ne s'éloigne pas de ce communiqué. De la théorie à la pratique, le pas est souvent risqué en politique. Il faut faire attention. Et je suis d'accord que les États-Unis se soient indignés, d'accord. Mais vous avez vu au Capitole ce qui s'est passé. Pendant que Trump ne voulait pas quitter, il y a eu des sympathisants, militants qui voulaient, coûte que coûte, que Trump reste et ont envahi le Capitole. La suite, c'est qu'ils sont en train de répondre de leurs actes. Vous avez vu les gilets jaunes en France. Je crois qu'un État responsable, un État qui veut promouvoir le droit, est obligé à des moments donnés de faire jouer les règles du droit. Alors, lorsque on interpelle des gens, on les poursuit pour des actes présumés, ils ne sont pas encore coupables. Ils ont droit à un procès équitable. Donc, vous avez vu, par exemple, en avril, curieusement, 2011, au moment où on a capturé Laurent Gbagbo, et quand on l'a envoyé, mais écoutez, il fallait prouver qu'il a planifié et ordonné une série d'attaques meurtrières. Mais au bout de 10 ans, vous avez le prononcé l'acquittement. Aujourd'hui, on a compris qu'il n'était pas impliqué. Et il a été blanchi par la Cour pénale internationale. On ne peut pas se refuser de répondre devant les juridictions des actes qui nous sont, en fait, c'est pas les actes qu'on voudrait nous faire porter comme étant de notre ressort. Parce qu'on a vu, évidemment, dans le cas de le communiqué donne-t-il l'élan à une telle interprétation? Non, je crois que le communiqué, tel que ça a été libéré par le chef de la diplomatie américaine, je tiens la version gouvernementale, c'est-à-dire chaque État est libre d'émettre son avis sur les options et les positions et surtout ce qui se passe du point de vue de l'avancée démocratique. Mais il se fait que les États-Unis sont un État de droit. Et nous savons comment est-ce que le procès est en train d'être conduit pour ceux qui ont détruit le Capitole. Nous avions vu en France. Donc, je voudrais dire... Alors, tout se fait-il? Je voudrais dire à Maître Ousmane... Tout se fait-il? Oui, tout se fait-il? Je voudrais dire à Maître Ousmane que, candidature par cooptation, non, on n'en parle pas. Et forfaiture, c'est extrêmement grave lorsqu'on est homme de droit. Je crois qu'il y a un processus qui a été mis en place. Il n'est pas politique, certainement. Et dans une analyse politique, il faut faire preuve d'objectivité. La rigueur et l'intérêt scientifique doivent pouvoir prévaloir lorsque nous voulons faire des analyses objectives pour permettre à la gouvernance de pouvoir infléchir ou de prendre des positions qui permettraient à d'autres pays que nous avons en commun de changer de cap. Aujourd'hui, les États-Unis ont pris une position, d'accord, mais c'est curieux que ce soit les États-Unis qui promeuvent la paix, la gouvernance, les droits de l'homme et qui sont en train de sanctionner pour des cas de violation. En quoi les actes qui ont été posés, par exemple, au Capitole, ne sont-ils pas attentatoires et ne méritent pas
La procédure, dans le cas d'espèce, pour vous, est-elle en conformité avec les questions de droits humains évoquées? Je crois que les droits sont respectés parce que s'il y avait des conditions de détention arbitraires, par exemple, on s'en serait indigné. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a une discussion qui est en cours. Il y a des chefs d'accusation et d'inculpation et nous n'avons pas qualité aujourd'hui, là où nous en sommes là, de procéder à la qualification des infractions. Il y a des gens qui sont commis ces tâches. Donc faisons confiance. Les États-Unis auraient pu savoir raison garder. Je crois que c'est ça. Oui, monsieur Adelakou, question de droits humains, le consultant sur les questions de droits humains. On est sur un terrain bien précis. Ces arrestations qui provoquent indignation, inquiétude. Doit-on s'inquiéter si c'est pour demander des comptes dans le cas précis? Je suis d'abord heureux que notre État, le Bénin, n'ait pas soulevé, comme il en a l'habitude depuis quelque temps, la souveraineté. Parce que je m'attendais à ce que les membres de l'exécutif nous disent que le Bénin est un État souverain, par conséquent, les États-Unis ne peuvent pas se mêler, c'est une ingérence, on l'a fait avec la Cour africaine. Donc la logique voudrait qu'on puisse répéter les mêmes mots. Heureusement, nous avons compris, et vous avez compris également, à l'analyse, quand vous faites l'analyse, c'est qu'il y a des réalités qui font que c'est devant certaines personnes, vous pouvez soulever certaines questions. Alors, il est heureux également de reconnaître que les États-Unis, dans leur communiqué, n'ont jamais dit, à moins que nous ayons une compréhension divergente du communiqué, n'ont jamais dit que le Bénin n'est pas autorisé à sanctionner des infractions, s'il y en a eu. Les États-Unis ont dit qu'ils sont inquiets par rapport à ce qui se passe et qu'il y a un regard sur le déroulement des faits au Bénin. Alors, voulons-nous dire parce que les États-Unis disent qu'ils sont inquiets, ils en ont déjà fait trop? Les États-Unis n'ont jamais dit que ce que vous faites n'est pas bon. Ils n'ont pas dit non plus que ce que vous faites est bon, mais on dit que tel que les choses se passent, nous sommes inquiets. C'est un droit d'être inquiet. Langage diplomatique. Diplomatique, bon, mais si. On essaie de comprendre. Vous voyez, donc l'inquiétude, elle est normale. Mais dites-nous, tel que les choses se passent, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet? Même nous, Béninois, que vous soyez politique ou pas, nous sommes inquiets. Donc les États-Unis... On parle d'arrestation à travers ce communiqué. Absolument. Qu'est-ce qui est inquiétant là? Ce qui est inquiétant, vous savez, il y a des choses inquiétantes. Déjà, les violences sont inquiétantes. Mais vous avez vu, en tout cas, dans les vidéos que moi j'ai vu des armes de part et d'autre. Ce n'est pas inquiétant, c'est inquiétant. Et après, il y a eu des arrestations. Mais il y a eu des arrestations de gens, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement sur le terrain, donc qui sont présumés être des commanditaires, des instigateurs. À partir de cet instant, nous n'avons pas encore des éléments qui nous permettent de dire oui, X ou Y, effectivement, aurait financé ci ou cela. Mais lorsque vous considérez que ceux-là étaient dans une posture d'être candidats à ces élections, et que malheureusement tout s'est passé comme on l'a vu, il y a lieu de se dire, est-ce que l'arrestation en réalité n'est pas un coup politique? Ça, c'est normal. Ça peut être subjectif, mais c'est normal. Mais après, il appartient à la justice de faire la lumière sur ces affaires. Mieux, les États-Unis vont s'inquiéter. Parce que jusque-là, il n'y a pas une version réelle qui nous ait présenté les faits. C'est à travers les réseaux sociaux, vous apprenez tantôt que c'est telle accusation, c'est tel chef d'accusation, et après, vous apprenez que quand on est arrivé devant telle juridiction, ça a varié. Lorsque vous avez de ces éléments, mais il va de soi que l'on puisse s'inquiéter. S'inquiéter ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bon. Je l'ai dit, il y a eu des cas de violence, ça, ce sont des faits. Mais après, il faut situer les responsabilités. Et si les institutions de l'État, si la justice estime qu'il y a un début de commencement de preuve quelque part, et qu'on doit pouvoir interpeller certaines personnes, j'estime qu'il va également de soi. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est de s'assurer que l'ABCD du droit et du procès pénal sont en train d'être respectés. Et dans le cas du Bénin, il y a assez d'éléments qui font douter chaque citoyen. Ça, c'est normal. Donc, si nous ne voulions pas que les États, comme les États-Unis d'Amérique, s'inquiètent de ce qui se passe, mais à nous de montrer qu'effectivement, nous avons une justice indépendante et qu'il y a la célérité dans le traitement des dossiers et que nous n'irons pas mettre certaines personnes
derrière les barreaux pour revenir 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, pour dire, bon, maintenant on veut voir clair. Ce sont des faits, ce sont des éléments sur lesquels les États... Et maintenant, j'ai entendu M. Attad dire quelque chose qui... Je vais profiter pour répondre parce que j'entends des gens se le disent. Le directeur de la communication, je pense qu'il a dit sur une chaîne internationale, une radio, les États-Unis sont un pays de démocratie et des droits de l'homme. Ils font la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Mais nous disons aujourd'hui que, avec les événements qui a eu lieu quand le président Trump a cru devoir ne pas respecter les élections de la République là-bas, avec les événements, ceux qui ont envahi le Capitole, et qu'il y a eu des arrestations, et que tel que c'est conduit, et qu'en France, il y a eu les gilets jaunes, et que tel que c'est conduit. Voilà des éléments totalement subjectifs d'analyse. En quoi c'est subjectif? Soit nous sommes sur un plateau pour rappeler les principes de l'état de droit, de la démocratie, et cela fera que, même aux États-Unis, le Bénin pourra donner un coup de démocratie. Soit nous voulons nous réfugier derrière le fait que la France, dite pays des droits de l'homme même, viole les droits de l'homme. Par conséquent, je viole. L'exemple typique pour faire une caricature, c'est que je suis dans une concession, j'ai un frère, j'ai un aîné, je touche du bois, je ne le ferai pas, j'ai un aîné qui a une femme. Et parce que vous, monsieur le journaliste, je dis du n'importe quoi, hein, vous avez eu des relations malsaines avec l'épouse de votre frère, et que moi, je prends cela comme exemple, et dit que, mais écoutez, M. Joël également a eu une relation avec l'épouse de son frère. Par conséquent, je suis fondé à avoir une relation avec l'épouse de mon frère aîné. C'est ça. Vous dire que, donner l'exemple de Capitole, oui, les Gilets jaunes... Les États-Unis, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Norvège, la Chine et consorts, ce sont des pays également qui ont leur modèle de démocratie. La Chine vous dira qu'elle est un pays de dictature démocratique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ce sont des pays qui ont des exemples de démocratie. Mais cela ne voudrait pas dire que ces pays également ne violent pas les droits de l'homme, ne violent pas les principes de démocratie et de l'état de droit. Et donc on ne peut pas se fonder sur ce qui se passe dans ce pays et dire que parce que ça s'est passé. Et pour finir, on dira tout simplement que notre compatriote, le noir, et comment il s'appelle, George Floyd, qui a été malheureusement tué par un policier américain, parce que cela est arrivé aux États-Unis et que les États-Unis sont un pays de démocratie depuis plusieurs siècles, alors nous allons prier pour que les policiers béninois également puissent tuer un citoyen béninois dans ces circonstances. Et on dira que parce que la référence, ce sont les États-Unis. Moi, je pense que sur un terrain d'analyse, on peut reconnaître que les États-Unis, sur des points également, ont péché, mais on ne peut pas prendre ça comme exemple pour justifier ce qui se passe au Bénin. Mais Maître Fatiou, très rapidement, sur ces questions, oui. Est-ce qu'on avait, oui, Maître Fatiou, à rappeler aux Béninois ou à l'État que la liberté d'expression et de réunion sont des conditions importantes pour la vitalité démocratique et que tout citoyen bénéficie de présomption d'innocence à travers un communiqué. Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux? Non, pas du tout. J'ai entendu M. Attadi m'interpeller sur... Oui, tout à fait. On est clairement dans une situation où les violations des droits de l'homme se multiplient depuis trop longtemps au Bénin. Monsieur Attadi m'a interpellé tout à l'heure et a cité des exemples, et je vais en prendre un ou deux pour lui expliquer un peu ma vision des choses. Monsieur Attadi a dit que lorsque les faits se sont déroulés en Côte d'Ivoire, par exemple, Monsieur Laurent Gbagbo a pu s'expliquer 10 ans, Monsieur Attadi, 10 ans de procédure, 10 ans d'accusations infondées pour qu'enfin la justice internationale et pas nationale, puisse laver M. Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de tout soupçon. 10 ans pendant lesquels ils ont clamé haut et fort qu'ils n'étaient coupables de rien, en dehors du fait d'avoir été les adversaires de celui qui est aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est une violation flagrante des règles les plus essentielles du procès pénal qui ont commencé en Côte d'Ivoire. Vous prenez également l'exemple des Gilets jaunes. J'ignorais qu'en France, les manifestations non violentes des Gilets jaunes, y compris lorsque certains débordements ont pu être observés ci et là, j'ignorais qu'en France, c'était l'armée républicaine qui avait été dépêchée sur les lieux pour, avec armes lourdes, artillerie et armes de guerre, déblayer les ronds-points qui étaient occupés et tirer à balles réelles sur des citoyens dont la seule faute
dont le seul grief qui pouvait être fait était de vouloir manifester pour le changement d'un certain nombre de choses dans leur pays. Vous prenez des exemples pour justifier que dans notre pays, le Bénin, ce qui n'a jamais été observé depuis plus de 30 années, l'armée soit dépêchée en territoire domestique comme si elle était en guerre contre un ennemi extérieur. Vous développez des arguments pour venir expliquer que ce qui s'est passé au Bénin est tout à fait normal. Je dis, et ça, on en parlera si jamais on a l'occasion. Je dis que lorsque la police républicaine n'est pas en mesure d'assumer l'ordre public, il ne revient en aucun cas à l'armée d'un pays d'aller attaquer, d'aller tirer sur des citoyens et de faire des morts. Maintenant, revenons au cœur du sujet. On m'interroge sur la notion de présomption d'innocence. J'ai entendu les avocats de Joël Aïvo, par exemple, dire que lorsqu'il a été kidnappé en pleine circulation, comme ça a été le cas également pour Madame Rekia Madougou, j'ai entendu ces avocats dire que lorsqu'il a été interrogé par les policiers de la brigade économique et financière, il lui était reproché des faits précis, des qualifications pénales précises, et que lorsqu'il a comparu devant le procureur de la République, en l'espace de quelques heures, il était interrogé sur d'autres faits. En réalité, on a la preuve que les dossiers d'enquête sont non seulement vides, mais que la violation de la présomption d'innocence de tous ceux qui sont aujourd'hui embastillés, détenus arbitrairement, la présomption d'innocence est violée pour que le temps de leur placement en détention et de leur mise à l'écart, les policiers, le procureur spécial près la criette, puissent étoffer les dossiers et faire en sorte que, a posteriori et non a priori, les qualifications pénales soient nourries, alimentées, et qu'un dossier au départ vide soit étoffé en contenu artificiel. C'est pas la première fois qu'on a cette situation-là. Quand on fait un petit retour en arrière, je vous rappelle qu'on est dans un pays où l'ancien président de la République, Yahya Bouni, a été quasiment enfermé, emmuré chez lui pendant plus de 50 jours, sans qu'on ait eu, de mon point de vue, sauf à ce que il y a eu des éléments que j'ignore, sans qu'on ait eu le moindre élément de preuve de ce qui existait à son encontre, des faits de nature pénale ou de nature délictueuse. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et il est normal que des pays qui nous observent, nos partenaires au développement qui nous accompagnent et qui saluaient jusque-là notre processus démocratique, nous interpellent là-dessus. Mais avant eux, des Béninois nous ont interpellés. Tous les jours, nous écoutons, nous lisons, nous entendons nos frères et sœurs se plaindre de ce que leur sécurité n'est pas assurée, de ce que du fait qu'ils auraient eu des accointances avec tel ou tel, ils sont considérés comme terroristes. Il suffit de lire la définition du terrorisme telle que elle ressort du nouveau code pénal béninois pour s'apercevoir de ce que, en réalité, c'est une infraction politique qui a été érigée pour contraindre les voix discordantes, pour acculer les opposants, et surtout lorsque le gouvernement se retrouve face à une opposition dans la rue, parce qu'elle est empêchée dans les institutions, et cette définition-là permet très clairement au gouvernement de pouvoir assurer une sorte de purge, et c'est ce à quoi on assiste en violation de toutes les règles les plus élémentaires des droits de la défense et de la procédure pénale. Et ça, souffrez, monsieur Attadé, souffrez, messieurs les membres du gouvernement, que oui, monsieur Attadé, le point d'achoppement semble être au niveau de la procédure, les procédures ayant souvent conduit aux arrestations. Pour l'expert, mais aussi l'observateur très averti des questions d'ordre politique que vous êtes, est-ce qu'il faille revoir la manière dont s'opèrent désormais les arrestations dans ces dossiers-là? Je crois que nous disons pratiquement la même chose. J'ai constaté que nous sommes tous légalistes. Nous estimons que quand il y a des infractions, il faut les corriger. Bon, je ne sais pas si Maître Ousmane a les mêmes informations que moi. Il y a quand même des archives. Vous avez vu ce qui s'est passé. Heureusement que lui est ailleurs, il lit, il suit, il écoute. Mais nous vivons les faits ici au Bénin.
Alors, vous avez vu ce qui s'est passé à Tchaourou, à Savé, à Bante et autres. Alors, il y a eu un corps de chasseurs qui est intervenu. On n'a même pas encore pu déterminer l'identité de ceux qui étaient enrôlés dans ce corps de chasseurs. On a vu des gens, par exemple, depuis Paris. Je ne vais pas citer une dame ministre qui a servi au gouvernement ici, appelée à la levée des fonds pour qu'on vienne alimenter le corps de chasseurs pour que ce corps vienne à bout du pouvoir qui a été établi démocratiquement. Alors, dans ces conditions, on peut ne pas aimer, par exemple, la gouvernance, mais il y a quand même une question de droit qui se pose. Nous devons partager la question de droit. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Il y a des normes juridiques. La base normative, elle est là. Et il y a des lois qui régissent la vie en commun. Notre attitude, aujourd'hui, doit aider à construire, à promouvoir et à préserver la paix. Alors, ceux qui ont pris des actes qui sont attentatoires à la paix doivent en répondre. Quitte à la justice d'établir les preuves, puisque nous savons que la preuve est la rançon du droit. Et je suis heureux qu'ils soient avocats. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que sur ce plateau, nous ne sommes pas venus pour procéder à la qualification des infractions. Du tout pas. Mais il y a une procédure qui est en cours. Alors, quand il y a des situations, on interpelle. Et on sait que la règle, la présomption dans les démarches, il y a l'avocat qui a évoqué tout à l'heure des citoyens qui sont interpellés dans des conditions peu orthodoxes. Dit-il, il a utilisé le mot kidnapping pour parler de 2 cas, vous l'avez suivi très rapidement. Et il y a des mots qui sont souvent revenus. Il a évoqué des gens qu'on arrête, on cherche après les preuves. On a entendu le président de l'ODHP évoquer aussi si c'est fait. Pensez-vous que là-dessus, il y a un travail vraiment à faire pour assurer les uns les autres? Non, je crois que pour une procédure du genre, il vaut mieux laisser la justice aller jusqu'au bout de l'instruction. Je crois évidemment que... Les arrestations peuvent se poursuivre telles elles se font actuellement? Dans un état normal et partout où ça s'est produit, il y a toujours eu des arrestations. Et il a cité des pays, heureusement, des pays dans lesquels il y a eu des infractions de ce genre-là. On interpelle. La justice doit établir les preuves de votre culpabilité. Non, je parle de la démarche dans l'arrestation évoquée par les uns et les autres. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas précis, et pour des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau, nous savons qu'il y avait un déroulé d'un agenda secret. Et vous et moi sommes ici au Bénin. On a peut-être réussi à ne pas aller au scénario Wahala. Parce que ce qui était prévu, c'était le carnage. On a fait en sorte, oui, c'était prévu qu'on aille au carnage. Et c'est pourquoi une fraction, mais écoutez, que des citoyens non encore identifiés, qui se réclament d'une certaine résistance ou d'un corps chasseur, en viennent à prendre des armes contre la République. Ne me dites pas que je suis du gouvernement. Contre la République, le Bénin est notre bien commun. Il faut que ça finisse, qu'on en arrête. Et que force reste à la loi. Les tests qui sont là, certainement, sont perfectibles. Il y a des choses qu'on va corriger. Mais pour l'heure, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau de bain? Alors, si les gens sont responsables et que c'est avéré, il faut bien qu'ils en répondent. Alors, j'ai évoqué quelques cas de procès. Il y a plusieurs pays que je peux citer ici. Donc, on va rester... Le temps ne suffira pas pour parler du Bénin. C'est du vécu. Oui. Et c'est que Maître Ousmane sait bien de quoi je parle. Et on a vu même des gens qui ont appelé à la désobéissance civile. Donc, alors, ça, il y a beaucoup de choses qui sont passées. La désobéissance civile n'est pas admise, monsieur Le Zatadé? Non, c'est admis, mais ça a pris des tournures. Et je crois que alors l'espèce du droit a relevé qu'il y a eu de la démesure dans ce qui s'est passé. Alors nous revenons. C'est en cela que j'ai salué l'objectivité dans l'analyse qu'il a émise, contrairement à la version qui a été servie par Maître Ousmane. Je voudrais qu'il soit plus béninois, il soit plus patriote, il soit plus nationaliste, et qu'il cesse d'en vouloir la gouvernance, mais qu'il cherche à voir le Bénin qui est notre bien commun. Merci. Que faire pour que demain les actes qui sont posés ne se reproduisent plus jamais? Ça, c'est partagé par tout le Béninois. Oui, mais dans la procédure, est-ce qu'on a tort d'évoquer ce qu'on évoque là où on est dans l'excès? L'État n'est-il pas dans son bon droit d'arrêter tel il est en train d'arrêter quand on dit que ça ressemble à du kidnapping, quand on parle de changement de termes d'accusation, quand on parle de preuves qu'on vient chercher après arrestation? Est-ce que ce n'est pas possible en fonction des types d'infractions ou d'éléments que la justice peut avoir? Arrêter n'importe où, n'importe quelle position, est-ce que ce n'est pas admis? Vous savez, jusque-là, la difficulté, c'est que jusque-là, on n'a pas encore une version officielle qui nous a montré, par exemple, l'urgence ou la nécessité de faire certaines interpellations. Voulez-vous dire que le procureur doit sortir par rapport à ces arrestations? Peut-être qu'il est déjà sorti et que moi, je ne le sais pas. Sinon, non, officiellement, pas encore. C'est pour vous poser la question. Parce que vous parlez d'information. C'est vrai qu'à travers le courrier, le communiqué des États-Unis, il y a eu cet appel à manifestation de vérité et tout.
Mais si par exemple, le procureur nous disait, dans le cas du professeur Frédéric Joël à Ivor, qu'il était sur le point de commettre un attentat, on comprendrait l'interpellation musclée. S'il était sur le point, le danger est imminent. Mais si le danger n'est pas imminent, je ne vois pas la nécessité de faire une telle sorte d'interpellation. Ah oui, si le danger n'est pas imminent. Du moment où vous ajoutez imminence du danger. Oui. Mais si le procureur pense qu'il y a danger, et qu'il y a danger, il faut déjà arrêter. Est-ce que ce n'est pas... C'est ce que je dis. Je dis qu'il faudrait que le procureur sorte pour nous dire, si nous sommes ici et que nous apprenons qu'un individu veut commettre un attentat, je ne sais où, mais et que les agents, l'information, il faut quand même pouvoir intervenir. Mais tel que ça a été fait, l'impression que nous avons pour ces gens d'arrestation, c'est que le danger est imminent. Et c'est pour cela, donc pour empêcher le danger dans la minute ou la seconde qui vient, on fait cette interpellation musclée de cette façon. Sans cela, il y a d'autres procédures. Est-ce qu'on a pu adresser une convocation à ceux-là qu'on a arrêtés et autres? On aurait pu lui adresser une convocation, on l'a fait avec certaines personnes. Donc, si on ne l'a pas fait, la raison, on doit pouvoir la connaître. Mais non, on ne la connaît pas, donc on ne pourra même pas apprécier. Mais, en réalité, ce qui inquiète, je l'ai dit, ce qui inquiète, c'est que dans cette histoire, il y a eu tellement de violations des droits de l'homme, il y a eu tellement d'atteintes aux droits de l'homme, tant au niveau des forces de l'ordre que de la population civile. Mais ce qui importe, c'est qu'au moins les principes, l'ABCD des droits de l'homme soient respectés. C'est qu'au moins les règles fondamentaux qui gouvernent le procès pénal soient respectés. C'est qu'au moins l'on ait l'assurance d'être devant une juridiction impartiale. Et quand on regarde l'actualité qui a précédé, avec ce que nous sommes en train de voir, c'est cela qui nourrit en fait l'inquiétude. Parce qu'effectivement, il y a eu des scènes de violence. Monsieur Attadi a rappelé une dame qui a fait un appel. Mais voilà autant de propos qui sont des propos totalement contraires à la loi fondamentale et à la cohésion nationale. Et au même moment, il faut rappeler que le porte-parole du gouvernement, lui par exemple, il a eu à dire, je cite, « Il n'y aura pas de dialogue avec des apatrides, des terroristes. » Fin de citation. Et je suis heureux de constater que M. Attadi a dit tout à l'heure que nous ne sommes pas là pour qualifier les faits. Et Maître Ousmane a parlé de présomption d'innocence. Mais lorsque le porte-parole du gouvernement parle de terroristes et d'apatrides, pour le juriste que je suis tenté de lui dire de nous donner les éléments de preuve de ce qu'il avance. Sans quoi, nous sommes en train... Il a qualifié déjà les faits? Mais il a qualifié les faits. Même s'il n'a pas nommé des gens, il nous parle d'apatrides et de terroristes. Alors qu'à l'heure où nous sommes, nous avons des présumés terroristes. On doit être d'accord sur le principe. Il n'y a pas encore une décision de justice qui a établi la culpabilité de quelqu'un. Alors qu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas des éléments qui justifient que certains sont des apatrides. Encore que, je veux comprendre ce qu'il dit. Je pense qu'il veut dire que nous avons des gens qui ne sont pas totalement patriotes. Or, ce qu'il dit, il parle d'apatride. L'apatride, c'est celui-là qui n'est pas reconnu par une nation. Et donc celui qui n'a pas une nationalité. Et c'est le sens de l'article 1er de la Convention des Nations Unies de 1954 sur l'apatridie. Une convention qui est entrée en vigueur en 1960. Donc finalement, le porte-parole du gouvernement, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle quand il parle d'apatride. L'apatridie, c'est celui-là qui n'est pas reconnu par une nation. Ceux dont il est question aujourd'hui, sauf erreur de ma part, sont des compatriotes béninois. Maintenant, si on doit justifier qu'en temps il y a eu des mercenaires, il y a eu des gens qui ont été recrutés ailleurs, il faut qu'il y ait quand même des éléments de preuve et donc une décision de justice. Pour le moment, nous ne l'avons pas. Et donc, quand vous suivez, le porte-parole du gouvernement le dit déjà, si vous êtes vraiment peut-être dans la procédure, ça vous inquiète, vous avez l'impression que les gens sont déjà condamnés avant d'être condamnés. Permettez que je demande à l'expert en gouvernance d'État de nous dire, est-ce qu'un porte-parole du gouvernement ne peut pas avoir une telle posture? Non, je crois que le gouvernement a des informations que vous et moi n'avions pas, d'une part. D'autre part, il y a qu'en principe, le procureur public était attendu pour nous situer par rapport à un certain nombre de faits. Mais il faut avouer que, ce faisant, on dit de théâtraliser la justice. On reviendra sur ces questions, mesdames, messieurs. Oui, en tout cas, manifestement, il y a beaucoup à dire. Mais pour le plateau du jour, on va s'en arrêter là. Quitte à retrouver, ne vous en faites pas, vos invités pour le prochain numéro de 100% Bénin. Merci pour l'attention.